Bienvenue dans cette formation qui va te montrer concrètement à quoi sert la préparation mentale, à qui elle s'adresse et t'apporter les bases que tout sportif doit connaître pour booster sa performance, atteindre ses objectifs, voire les dépasser, que tu sois débutant ou joueur de haut niveau. Donc déjà, on va commencer par expliquer c'est quoi la préparation mentale. C'est un ensemble d'outils, de techniques et de compétences, 8 au total, à savoir et à appliquer afin d'augmenter considérablement sa performance sportive. Basée sur des études scientifiques, sur le fonctionnement psychologique et neurologique du cerveau humain. Je vais entrer plus en détail dans les deux prochaines diapos, de manière simple et accessible à tous. On va pas parler chinois, rassure-toi. Ensuite, pour qui elle s'adresse? Pour les sportifs de tout âge, de tout niveau et de toute discipline qui souhaitent retrouver de la progression, de la motivation et du plaisir dans leur pratique. Également pour ceux qui veulent atteindre des objectifs qu'ils n'ont même pas encore envisagés, car tu es capable d'aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que tu ne le penses. Ouais, mais moi, je suis trop vieux, ma carrière sportive est derrière moi. Oui, mais moi, j'ai un problème au genou qui m'empêche de pouvoir jouer à haut niveau. Oui, mais ça ne fonctionnera pas sur moi car je suis trop stressé, nerveux, anxieux de nature. Oui, mais pour moi, ce n'est pas pareil parce que je fais de l'e-sport. C'est une discipline qui demande des compétences différentes pour être performant. Oui, mais toi aussi, tu peux réussir. Croyances et tes objections sont normales, car tu as peut-être déjà essayé des techniques ou des méthodes qui n'ont pas fonctionné. Ton état d'esprit joue un rôle sur ta progression. On va le travailler ensemble dans cette vidéo si tu décides de me faire confiance. Déjà, dans un premier temps, remplace le oui mais moi par je vais prouver que. Je vais prouver que malgré mon âge, je peux encore battre des plus jeunes. Je vais prouver que malgré ma blessure, je jouerai un jour à un haut niveau. Je vais me prouver à moi-même que ça peut fonctionner malgré ma personnalité. Je vais prouver que ma discipline est compatible avec la préparation mentale. Tu vois, rien que le fait de remplacer le oui mais moi je par je vais prouver que, ça change ton état d'esprit. Ça c'est important. Ensuite, je vais te présenter qui je suis et qu'est-ce qui me différencie des autres préparateurs mentaux. Ce qui me différencie des autres, on le verra à la fin. Sache juste que j'ai passé une formation en préparation mentale et en sophrologie avec diplôme à la clé. Donc je peux parler de ce sujet en toute légitimité. En tout cas, je peux te dire que la valeur que je vais te transmettre gratuitement dans cette vidéo est vendue des centaines d'euros par d'autres coachs. Et je n'exagère pas, tu vas le réaliser par la suite si tu regardes la vidéo en entier. Qui je suis? Eh bien, je m'appelle Fabien, j'ai 26 ans. J'ai été joueur de tennis de table pendant 18 ans et entraîneur pendant 10 ans. J'ai toujours voulu le meilleur pour mes élèves et je me suis vite rendu compte qu'il leur manquait quelque chose. Malgré une bonne maîtrise technique à l'entraînement, la quasi-totalité de mes joueurs étaient incapables de reproduire cette technique en match ou en compétition. Certains allaient même jusqu'à complètement perdre leurs moyens et la maîtrise de leurs émotions. Frustration, colère, tristesse, excès ou manque de confiance, peur de gagner ou de perdre, syndrome de l'imposteur. J'ai vite compris qu'une simple préparation physique ne suffisait pas pour être performant. Comment des joueurs avec un tel niveau et un tel potentiel pouvaient-ils perdre contre des joueurs beaucoup moins expérimentés qu'eux? Puis j'ai eu une énorme prise de conscience grâce à ce schéma qu'on va voir tout de suite. Je te présente donc la pyramide de la performance valable pour absolument tous les sports. Elle se découpe en 4 catégories. En bas de la pyramide, nous avons la performance physique. Elle détermine la capacité à tenir un effort selon ta force, ta vitesse, ta souplesse, ta dextérité et ton endurance. Elle se travaille généralement avec un coach ou un préparateur physique. Ensuite, nous avons la performance technique. Elle détermine ta capacité à te démarquer des autres
grâce à ta maîtrise gestuelle et à la coordination de tes mouvements. Elle se travaille avec un bon entraîneur dans ta discipline respective. Encore au-dessus, nous avons la performance tactique. Elle détermine ta capacité d'analyse afin de mettre en place une bonne stratégie pour contrer ton adversaire. Elle s'acquiert le plus souvent avec l'expérience et la connaissance de ton sport. Tu peux essayer également de la travailler en notant les points forts et les points faibles de chaque adversaire que tu rencontres. Enfin, tout en haut de la pyramide, donc celle qui nous intéresse, c'est la performance mentale. Elle détermine ta capacité à pouvoir appliquer correctement les trois autres catégories de manière optimale. Souvent délaissée par les entraîneurs, elle est pourtant essentielle pour enlever certaines barrières psychologiques et franchir un nouveau palier. C'est cette capacité qui va différencier les bons sportifs des sportifs exceptionnels. Ce n'est pas pour rien qu'elle se situe tout en haut de la pyramide. Donc une fois que ces quatre catégories sont acquises et sont maîtrisées, tu peux atteindre l'état de flow. Donc c'est un équilibre parfait entre les exigences de la situation et le potentiel développé par l'athlète. Un état d'immersion et de concentration ultime qui te permettra de battre des adversaires plus forts que toi sur le papier avec une facilité déconcertante. En fait, moi, j'aime bien personnellement allier l'état de flow à une espèce d'aura qui t'entoure, une aura d'énergie, une aura vraiment qui te permet de te transcender et voilà, tu es vraiment dans ta tâche, en fait. Enfin, pour l'avoir vécu personnellement, c'est vraiment un état dans lequel tu vis pour ton sport. Tu vis pour l'instant présent, tu vis pour l'objectif que tu es en train de réaliser et c'est extrêmement puissant. Mais alors, comment fait-on pour y accéder? Je te montre ça tout de suite dans la prochaine diapo. Voici les 8 compétences clés essentielles pour t'ouvrir les portes de ta performance mentale à 100%. Je vais t'expliquer chaque partie en détail en prenant un peu plus de temps sur la motivation, la fixation d'objectifs et les routines, car le reste se travaille en grosse partie avec un accompagnement et du coaching individuel. N'hésite surtout pas à prendre des notes durant cette partie, car je vais donner beaucoup d'informations et énormément de valeur pour chaque compétence. Si tu les appliques, tu auras déjà un impact énorme sur ta performance sportive. On commence tout de suite avec la clé numéro 1, la motivation. Je pense que tu le sais déjà, sans motivation qui porte le sportif et lui donne des ailes, tout lui est difficile. Agir sur la motivation est donc le point de départ essentiel à toute pratique sportive. Il existe au moins 7 sentiments qui participent à l'influence de la motivation chez le sportif. Le sentiment d'autonomie, de compétence, de plaisir, d'appartenance, de progrès, d'engagement et du sens fondamental. Donc, dans cette vidéo, on va pas avoir le temps de voir chaque sentiment en détail, mais n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu veux plus d'informations sur chaque sentiment. Pour agir sur la motivation sur un sportif, il faut regarder si chacun des 7 sentiments est bien présent et à quel niveau, sur une échelle de 1 à 10. Par la suite, on va mettre en place des actions en fonction des résultats obtenus pour faire naître les sentiments qui sont faibles et entretenir ceux qui sont forts. Donc, il existe un questionnaire motivationnel pour faire tout ça. Tu peux me le demander en commentaire si ça t'intéresse et je te l'enverrai. On va prendre un exemple concret. Tu discutes avec ton pote à l'apéro et il te dit qu'il adore pratiquer le football, mais qu'il hésite à arrêter car il a l'impression de stagner dans son sport, qu'il n'arrive pas à atteindre le palier supérieur malgré tous ses efforts. Tu en déduis que cette problématique est due à un sentiment de progrès très faible, malgré un sentiment de plaisir fort pour son sport. Tu vas donc lui conseiller de mettre en place un programme d'entraînement beaucoup plus ciblé avec son entraîneur sur un seul geste précis, avec des points d'étape sous forme de vidéo
pour visualiser l'amélioration de ce geste au fur et à mesure des séances. On va prendre un deuxième exemple. Tu discutes avec la sœur de ton pote, elle te dit qu'elle pense arrêter la danse. Car malgré le fait qu'elle adore l'ambiance de son club et la cohésion de son groupe, les entraînements sont devenus beaucoup trop dirigés. Elle a l'impression d'être un robot exécutant des tâches sans aucune liberté. On déduit que cette problématique est due à un sentiment d'autonomie inexistant, malgré un sentiment d'appartenance très fort dans son club. Il va donc lui conseiller d'en discuter avec son entraîneur pour qu'il soit un peu plus souple avec elle dans ses consignes. Ou bien carrément de profiter de son sentiment d'appartenance très fort pour lui laisser le choix d'une danse libre qu'elle inventera elle-même de A à Z afin de la présenter aux autres membres de son groupe. Voilà, donc on a fini pour cette première clé sur la motivation. Je le répète, mais c'est vraiment la base de la base. Si vous n'avez pas de motivation dans votre sport, si vous ne savez pas pourquoi vous le pratiquez, ça va être très compliqué, voire impossible de travailler les clés suivantes. À présent, nous allons aborder la clé numéro 2, la fixation d'objectifs. Elle se fait en 3 étapes. Dans un premier temps, tu vas identifier l'objectif actuel du sportif. Donc, tu peux prendre comme exemple toi-même ou un autre sportif de ton entourage. Et en combien de temps il souhaite le réaliser. Ensuite, on va mesurer la pertinence de cet objectif. Est-ce qu'il est difficile mais atteignable selon le niveau du sportif et la durée? Ou bien est-ce une protection de l'ego avec un objectif beaucoup trop simple que le sportif atteindra sans difficulté? Donc ça peut être dû par exemple à la peur de l'échec, à un manque de confiance en soi. Donc le sportif se protège et il reste dans sa zone de confort. Cependant, attention, l'inverse est aussi possible. Il peut également avoir un excès de confiance en se donnant un objectif qui fait rêver sur le papier, mais hors d'atteinte en réalité, juste pour prouver qu'il est le meilleur. Mais ça, c'est souvent dû en fait à un complexe d'infériorité et un besoin d'attention et de valorisation énorme. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que des fois, les sportifs qui ont un ego surdimensionné ou un excès de confiance, c'est en réalité des sportifs qui n'ont pas confiance en eux et qui cherchent du coup à être valorisés. Mais le problème, c'est que l'effet, il risque d'être inversé. Il va échouer et il va se sentir extrêmement déçu de lui-même. Il est donc important d'avoir un juste milieu. L'objectif doit rester difficile, mais être atteignable. Donc là, ensuite, on va venir réviser son objectif s'il n'est pas déjà optimal, et dans la plupart des cas, c'est le cas, et on va le refixer avec lui. Ne vous inquiétez pas, on va prendre des exemples par la suite. Mais sache juste qu'une fixation d'objectif optimal, c'est un objectif de résultat, réparti sur les 3 temps, donc le court, le moyen, le long terme, avec des objectifs de moyens entre les objectifs de résultat. On fait pas, on va prendre un exemple concret pour que tu puisses mieux comprendre. Voilà, on va prendre l'exemple d'un pongiste qui a comme objectif de monter au niveau régional, en individuel dans le tennis de table, en moins de 2 ans. Sachant qu'il joue dans la catégorie juste en dessous, mais qu'il stagne en milieu de tableau. On analyse qu'au vu du profil, cet objectif est difficile mais atteignable, que ce n'est pas une protection de l'ego et qu'il se situe sur du moyen terme, moins de 2 ans. On va donc, dans un premier temps, améliorer cet objectif pour avoir des résultats sur le court, moyen et long terme. Finir dans les 10 premiers départementales au bout d'un an, monter au moins une fois en régional au bout de 2 ans, se maintenir à tous les tours, voire viser le haut du classement au bout de 3 ans. Ensuite, pour chaque objectif de résultat, on va y ajouter des objectifs de moyens afin de les réussir. Par exemple, pour celui d'un an, finir dans les 10 premiers départementales, on va travailler sur le renforcement des services pendant 4 mois, le renforcement des attaques coup droit et revers les 4 mois suivants, et renforcer les déplacements, appui au sol, jeu de jambes
pour les 4 derniers mois. La fixation d'objectifs est désormais optimale. On va prendre un deuxième exemple. Un gardien de foot a comme objectif d'arrêter tous les buts de sa carrière pour marquer l'histoire, sachant qu'il débute et qu'il est encore très jeune. On analyse qu'au vu de son profil, cet objectif n'a pas de durée précise, qu'il n'est pas atteignable et qu'il est dû à une protection de l'ego, donc à un excès de confiance, ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans cette situation, il faut en discuter avec lui pour lui faire prendre conscience que son objectif n'est pas réalisable, car il va forcément devoir encaisser des buts pour progresser et s'améliorer. L'objectif peut donc être remplacé par passer d'un gardien débutant à un gardien expérimenté en le découpant sur du court, moyen et long terme, avec des objectifs de moyens entre chaque objectif de résultat. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la fixation d'objectifs et qu'on est bien motivé, on va parler d'une clé très importante, c'est la clé numéro 3, la confiance et l'affirmation de soi. La confiance en soi est la représentation qu'un individu a de ses capacités et de ses ressources. Ne pas confondre avec l'affirmation de soi, qui est la manière dont l'individu se présente aux autres, comment il l'exprime et ce qu'il ressent. La base de toute réussite, que ce soit dans ton sport ou dans ta vie de manière générale. Mais bon, ça, je pense que tu le sais déjà. Donc, je vais te passer la dissertation de 4 heures sur le sujet qu'un coach de vie te ferait. Tu manques de confiance et d'affirmation, tu peux travailler sur les 2 en même temps en utilisant la stratégie de l'effet cumulé. Il consiste à réaliser une petite action chaque jour qui te demande peu de temps et peu d'énergie. Par exemple, te regarder 30 secondes dans le miroir en répétant des phrases positives comme ⁇ Je vais y arriver, j'ai les capacités pour réussir. Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. ⁇ Le but est de répéter cette petite action tous les jours sans aucune exception. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas te sentir de plus en plus fier de toi-même et que ton état d'esprit va grandement évoluer. Au début, cela risque d'être un peu difficile si tu n'as pas l'habitude de te regarder et de te complimenter. Mais je te promets que ça deviendra de plus en plus facile au fil du temps. La stratégie de l'effet cumulé est extrêmement puissante sur le long terme. Attention, certaines personnes sont dans l'état inverse, avec un excès de confiance ou d'affirmation de soi. Dans ce cas, il est important d'en prendre conscience. Par exemple, en prenant le temps d'écouter et d'assimiler les conseils des personnes de ton entourage s'ils te font ce genre de remarques. Une surconfiance ou une surestime de soi nuit grandement à la performance sportive, au même titre qu'un manque de confiance ou d'estime de soi. Il faut trouver le bon équilibre tout en gardant la tête sur les épaules et une certaine humilité. Pour en revenir sur la stratégie de l'effet cumulé, pour te prendre un exemple vraiment concret, prendre l'objectif de faire 3000 pompes par an. Si tu fais 10 pompes chaque jour, normalement je suis pas trop mauvais en maths, mais 10 fois 365, ça fait 3650. Donc tu vois, juste en faisant 10 pompes par jour, tu peux surpasser ton objectif et surtout ce qui est important, c'est que tu vas être fier de toi d'avoir chaque jour contribué à cet objectif. À l'inverse, l'effet cumulé, il peut aussi être négatif. Par exemple, un fumeur, sur le court terme, tu vois, s'il fume, 1 ou 2 cigarettes par jour, ça va rien lui faire sur le court terme. Mais sur le long terme, il va développer des maladies, il va développer des cancers. Donc l'effet cumulé marche dans les 2 sens. Ça, faut bien le comprendre. Dans tous les cas, la confiance et l'affirmation de soi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la base de la vie et pas que dans le sport de manière générale. Et si tu as une bonne confiance en toi et une bonne affirmation, tu vas pouvoir réussir de grandes choses. Maintenant, on va aborder la clé numéro 4, l'outil des routines. Une routine, c'est une habitude mise en place pour optimiser la performance.
C'est l'un des outils les plus puissants et indispensables à toute pratique sportive, qui agit à elle seule sur les 4 autres compétences clés suivantes: le discours interne, l'imagerie mentale, la concentration et la gestion du stress. Sans routine efficace, tu condamnes la moitié de tes clés pour ouvrir la serrure de l'état de flow. Maintenant que tu as saisi l'enjeu et l'importance cruciale d'avoir une routine, on va voir ensemble la méthode pour t'en construire une efficace. La plupart des préparateurs mentaux font payer cette méthode très cher, car elle vaut de l'or si elle est bien utilisée, en particulier à haut niveau. Dans un premier temps, tu vas définir le temps et le moment concerné. Par exemple, je pratique ma routine 30 minutes avant chaque match. Ensuite, tu vas choisir les actions de ta routine. Par exemple, faire 10 minutes de méditation, 10 minutes de course à pied et 10 minutes d'enchaînement à blanc de tes meilleurs coups. Troisièmement, tu vas définir le marqueur qui enclenchera ta routine. Par exemple, une alarme ou une sonnerie sur ton téléphone 30 minutes avant chaque match. Quatrièmement, tu vas te répéter un critère de verrouillage pour apprendre à bien fixer ta routine. Par exemple, se répéter plusieurs fois dans la journée: je refuse de faire autre chose dès que l'alarme retentit. Et enfin, cinquièmement, tu appliques ta routine plusieurs fois pour la tester. Nous sommes tous différents et chacun doit trouver la routine qui lui correspond le mieux. Si au bout de quelques semaines tu n'as pas ou peu de résultats, alors tu peux en essayer une autre jusqu'à temps de trouver la bonne. Donc pour la routine, tu as deux solutions. C'est soit tu essayes de la créer toute seule ou tout seul, tu l'appliques plusieurs fois, tu la testes et puis tu vois celle qui te correspond le mieux. Toi, tu te fais accompagner par un préparateur mental qui va t'aider à en construire une adaptée à ta situation. Donc, dans tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que les routines, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et vraiment, si tu t'en mets en place, si tu n'as pas déjà de routine et que tu en mets une en place, tu vas voir que tu vas avoir des résultats assez rapidement. Et en plus de ça, tu vas pouvoir booster ta performance de manière très efficace. À présent, on va voir ma clé préférée, c'est celle du discours interne et des croyances. La clé numéro 5, et honnêtement, j'ai hésité à faire une formation uniquement sur cette clé-là, parce qu'en fait, c'est vraiment celle que beaucoup de sportifs n'ont pas conscience, et une fois qu'ils en prennent conscience, ils ont un déclic. On va en parler tout de suite. Déjà, c'est quoi un discours interne? C'est un discours que nous nous racontons à nous-mêmes sans nous en rendre compte. S'il est négatif, il donne lieu à des croyances limitantes qui nous pourrissent la vie au quotidien. Par exemple, je ne suis pas assez fort, je vais perdre, je n'y arriverai pas. Le fameux retour du oui, mais moi, je. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ce que tu penses, ça a un impact direct sur ce que tu fais. Ce que tu fais a un impact direct sur ta performance. Si tu te disais à la place, je vais devenir meilleur, je suis en mauvaise posture, mais je vais remonter. Avec de la persévérance, je vais finir par réussir. Je vais prouver que, à la place du oui, mais moi, je, qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure. Un discours interne parasite, ça va dégrader ta performance. Et à l'inverse, si tu as un discours interne qui est choisi et piloté, ça va optimiser ta performance. Alors, c'est bien beau ton discours, Fabien, mais comment fait-on pour y arriver? Je vais être honnête avec toi, la meilleure solution à ce jour, ça reste l'accompagnement avec un préparateur mental afin de mieux identifier tes discours et tes croyances parasites pour les faire sauter. Cependant, tu peux toujours essayer par toi-même grâce au magnifique outil de la routine qu'on a vu tout à l'heure. Ah, je te l'avais dit hein, qu'il allait te servir cet outil-là. Et en fait, tu vas créer une routine de remplacement.
pour déclencher des pensées positives à la place du discours négatif habituel. Voilà, en fait, tu prends, les étapes de la routine, sauf qu'à la place, tu remplaces les pensées négatives par les pensées positives. Il y a aussi une autre solution que j'aime beaucoup, c'est d'aller voir des matchs d'handisport et de discuter avec eux. Tu vas te rendre compte qu'ils ont quasiment tous un discours interne extrêmement positif, malgré des capacités motrices limitées. Pour moi, ce sont des exemples à suivre et une preuve qu'il n'y a pas d'excuse pour être performant. Prendre l'exemple de mon sport, le tennis de table, j'ai vu un joueur, il avait pas de bras, il jouait avec sa bouche. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, la vidéo elle a pas mal tourné. En fait, le mec, il sait, pour, servir, il utilise ses 2 orteils de pied, il lance la balle et il joue avec sa bouche. Et je trouve ça et tu te dis quand même, on a des croyances parfois, on se dit juste parce que on a mal à un bras, on a mal au genou, qu'on va pas y arriver et quand tu vois des sportifs comme ça qui sont handicapés et qui te font des matchs et des performances comme ça, tu te dis: «Putain, mais» en fait, l'état d'esprit, ça fait tout. C'est pour ça qu'en fait enfin, cette clé-là, c'est vraiment ma clé préférée parce qu'en fait, c'est celle qui est à la base de tout, qui va te créer le déclic pour t'ouvrir les autres clés, en fait. Et voilà, en fait, je pense que c'est important d'en prendre conscience et si tu changes ton discours interne, si tu arrives à péter tes croyances, tu vas voir que tes résultats, ils vont exploser. Non, on va voir la clé numéro 6, celle de l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, elle repose sur le fait que les connexions neuronales du cerveau sont quasiment les mêmes, que la scène soit réelle, qu'elle soit imaginée, sous certaines conditions. On va prendre un exemple. Si tu fermes les yeux maintenant et que tu visualises une image d'une pizza italienne bien savoureuse, avec du fromage coulant, du jambon frais et une pâte croustillante, normalement, tu devrais être en train de saliver avant même de l'avoir mangée. Ou bien être en train de faire une grimace si tu n'aimes pas les pizzas. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Mais crois-moi, les pizzas italiennes, pour les avoir goûtées, elles sont bangers, elles sont incroyables. Mais bon, bref, c'est pas le sujet ici. Petit fun fact, il existe certaines personnes, dont je fais partie, qui n'arrivent pas à visualiser des images dans leur tête. Fort heureusement, l'imagerie mentale fonctionne également avec des mots ou des sensations. Ce qui est assez dingue avec cet outil, c'est qu'avec une bonne maîtrise, tu peux entraîner et perfectionner tous tes gestes techniques depuis ton canapé. Alors bien sûr, il faut beaucoup d'entraînement et de répétition avant d'y arriver. Pour cela, concrètement, il faut, dans un premier temps, imaginer un geste techniquement correct et même parfait. On visualise également le contexte, sur un ring, sur un tatami, l'adversaire qu'on a en face de soi. En fait, on se visualise en situation réelle. On respecte bien les caractéristiques du mouvement. On le décompose au ralenti si besoin, sans non plus abuser du mode ralenti. Il faut également bien allier les différents canaux sensoriels lors de la visualisation, avec les sons, les odeurs, le toucher lors du mouvement ou de l'impact, par exemple. Ce que je trouve incroyable avec cet outil-là, c'est qu'en théorie, tu peux continuer à t'entraîner même en étant blessé. Tu peux également travailler l'imagerie mentale avec une routine, le retour, en partant d'une situation vécue contenant l'état émotionnel ou général recherché. Mais bon, elle est trop longue à expliquer et très complexe à mettre en place. Moi, j'ai une autre méthode beaucoup plus simple et incroyable en complément qui va énormément t'aider. Grâce à elle, tu vas pouvoir visualiser ou ressentir ton image de manière plus longue, plus nette et plus précise. C'est la méthode qui me différencie des autres préparateurs mentaux. Donc, je t'en parlerai plus en détail dans la diapo suivante, mais sache juste que pour l'imagerie mentale, cette technique-là, franchement, c'est un cocktail explosif. Enfin bref, vous verrez. Je vous tease, mais vous verrez. En attendant, il nous reste 2 autres clés à obtenir. Et pas des moindres, car ce sont souvent celles qui nous font perdre tous nos moyens malgré une bonne préparation.
On va maintenant aborder la clé numéro 7, la concentration. Une concentration, c'est un tunnel dont on sort dès que l'on quitte l'instant présent et l'attachement à la réalisation d'une tâche précise. Pour cette clé, je vais te proposer un petit exercice. Donc, tu vas aller te chercher une feuille et un crayon, si c'est pas déjà fait, parce que normalement, si tu as pas mis pause durant la vidéo, tu as déjà pris une feuille et un crayon pour, noter, un petit peu tout ce que je t'ai donné. Mais au cas où tu l'as pas fait, c'est le moment, parce que là, on va vraiment faire un exercice concret sur la concentration. Donc, tu vas dessiner 2 traits parallèles au centre de la feuille, sur ta page blanche. On va appeler cela un tunnel de concentration. Tu vas maintenant inscrire tout ce qui te déconcentre sur la page autour de ce tunnel, à l'extérieur des 2 lignes parallèles. Tu peux mettre pause pour prendre le temps de bien tout noter. Par exemple, les bruits autour de toi, les spectateurs qui ont les yeux rivés sur toi, l'arbitrage, les fautes directes. Vraiment tous les éléments extérieurs qui te déconcentrent. Maintenant que c'est fait, j'aimerais que tu visualises l'intérieur de ton tunnel de concentration par un objet neutre, c'est-à-dire un objet qui ne t'évoque aucun sentiment ou émotion particulière. Tu peux fermer les yeux quelques instants et visualiser sa forme, sa couleur, sa taille, son poids. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu peux simplement essayer de le dessiner ou marquer le nom de cet objet. Ça, c'est pareil, ça vient avec la répétition, avec, l'entraînement. C'est pas quelque chose d'inné. Il y a des personnes qui y arrivent, mais la majorité des personnes, voilà, il faut l'entraînement pour y arriver. Présent, à chaque fois qu'un élément hors de ton tunnel de concentration, donc ceux que tu as mis à l'extérieur de tes 2 lignes parallèles, fait son apparition, tu vas venir le remplacer par cet objet neutre à l'intérieur de ton tunnel. J'espère également que tu as pris conscience que tout ce qui se trouve hors de ce tunnel n'est pas maîtrisable et que contrairement à ton discours interne, tu ne peux pas le remplacer. Tu peux également mettre en place une routine de concentration en t'entraînant à visualiser cet objet neutre 15 minutes avant chaque match afin d'améliorer la vitesse et la précision de cet objet. Donc là, j'ai pris un exemple, mais bien sûr, tu peux créer la routine qui te correspond. Si tu as besoin de plus de 15 minutes, tu fais plus de 15 minutes. Si tu as besoin de moins, tu fais moins. Cette méthode, elle est extrêmement puissante, car elle combine à la fois un outil de sophrologie, donc l'objet neutre, et un outil de préparation mentale, le tunnel de concentration. Voilà, ça c'est un petit mélange que j'ai créé, dont je suis assez fier, parce que je l'ai essayé sur moi et je l'ai essayé également sur des jeunes que j'entraîne et les résultats ont été très positifs. Donc n'hésite surtout pas à la mettre en place, à bien t'entraîner et je te promets que tu auras des résultats. On va maintenant parler de la huitième et dernière clé, la gestion du stress. Contrairement aux idées reçues, le stress n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est un état émotionnel à double tranchant. Un stress léger et occasionnel permet d'augmenter notre adrénaline et notre énergie dans des situations bien précises. C'est même un moteur de la performance sportive s'il est bien utilisé. Le problème, c'est lorsque ce stress devient trop fort ou trop récurrent. Le corps se fatigue énormément et lutte pour s'adapter. Cela peut donner lieu à des maladies graves sur le long terme, des crises d'angoisse, de la dépression, des problèmes cardiaques, etc., etc. Préparation mentale, on s'intéresse au stress qui gêne le sportif, celui qu'il ressent et qu'il qualifie comme désagréable, celui dont il souhaite se débarrasser. Contrairement aux autres compétences, je ne vais pas pouvoir te donner de méthode ou d'outils, car les causes du stress sont extrêmement personnelles à chacun. La clé de la gestion du stress, c'est la plus difficile à obtenir lorsqu'on en est victime. Il est nécessaire d'être accompagné par un psychologue ou un préparateur mental compétent. Cependant, grâce à l'outil de la routine, le retour. Je vous avais pas menti, hein, quand je vous ai dit que la routine, c'était un outil extrêmement important.
Tu peux essayer d'identifier chaque moment où le stress est ressenti, comment il se manifeste et mettre en place une routine de substitution. Félicitations. Tu as maintenant une porte d'entrée vers les 8 compétences clés de la performance pour atteindre l'état de flow. Il ne te reste plus qu'à réfléchir sur celles qui te manquent le plus selon toi et travailler dessus grâce à mes méthodes et mes outils. Mais ce n'est pas tout. Je vais maintenant te présenter ce qui me différencie des autres préparateurs mentaux afin de doubler, voire tripler tes résultats. Ça y est, il est temps de parler de la méthode qui me différencie des autres préparateurs mentaux, des séances de sophrologie en complément. Alors, la sophrologie, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est quoi exactement? C'est une méthode de relaxation à travers la respiration, la visualisation, la concentration et la futurisation positive. Elle apporte un sentiment de détente, de confiance et de bien-être grâce à un état supérieur de conscience. Alors, ça fait un peu spirituel dit comme ça, mais c'est une méthode scientifique, découverte par le professeur Alfonso Caicedo, basée sur des études neurologiques du cerveau, tout comme la préparation mentale. Il y a rien de médium, il y a pas besoin d'avoir de dons pour être sophrologue. J'entends souvent ça, mais non, non, c'est une vraie méthode scientifique, il y a pas de pouvoir surnaturel, à avoir pour être sophrologue. Au niveau de sa définition au sens étymologique, elle se découpe en 3 mots grecs. Tos, qui signifie l'harmonie et la sérénité, phrène, qui signifie la conscience et l'esprit, logos, qui signifie la science et l'étude. Il était utilisé dans un premier temps comme thérapie alternative pour les personnes atteintes de maladies pathologiques et de troubles mentaux, puis elle s'est révélée accessible à tous au fil du temps et des études sur la conscience humaine. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau Fabien, mais c'est quoi le lien avec la préparation mentale? Peut-être que tu as déjà fait le lien au but de sa définition. À elle seule, la sophrologie a un impact direct sur la moitié des 8 compétences clés. Elle a un impact sur la concentration, sur la gestion du stress, sur l'imagerie mentale et sur la confiance en soi. Des outils concrets et des séances de sophrologie existent pour ces 4 compétences spécifiques. Alors maintenant, imagine un peu le cocktail explosif que la performance qu'on peut obtenir en combinant la sophrologie avec des techniques de préparation mentale. Tu peux déjà en avoir un petit aperçu grâce à mon exercice pour améliorer ta concentration que je t'ai donné précédemment. Les 2 assemblés ensemble vont te faire doubler, voire tripler tes résultats sur le court, moyen et long terme. Alors comment se déroule une séance? Une séance de sophrologie, elle dure en moyenne de 20 à 50 minutes selon l'exercice visé et le niveau du pratiquant. Plus on pratique régulièrement, plus on peut rallonger les séances. Au début, ça sert à rien de faire des grosses séances parce que vous allez pas être habitué, du coup, vous allez sortir un petit peu plus rapidement. C'est vraiment en pratiquant régulièrement que là, on peut augmenter un petit peu les séances et qu'on voit vraiment des résultats très, très efficaces. Mais il y a déjà des résultats qui se produisent sur le court terme. Pas besoin de contact physique avec d'autres personnes, c'est toi uniquement qui viens toucher les parties de ton propre corps. Ça, j'ai souvent entendu ça aussi, comme quoi, apparemment, il y a des gens, ils ont vu des sophrologues, ils les ont touchés, fait des massages, machin. Non, 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 ça a rien à voir. En réflexologie, oui, on masse, les pieds, tout ça. En sophrologie, il y a pas de contact physique. D'où le fait qu'on peut également faire des séances en visio. Ça, c'est pratique. Je te guide uniquement avec ma voix. Mais contrairement à l'hypnose, tu seras conscient durant toute la séance. L'hypnose joue sur ton subconscient, alors que la sophrologie se sert à l'inverse de ta conscience pour l'augmenter et la révéler. En fait, c'est souvent les gens, ils comparent la sophrologie à l'hypnose, mais c'est l'inverse. L'hypnose joue sur ton inconscient, alors qu'à l'inverse, en sophrologie, on joue sur ta conscience. Mais ça, vous allez le comprendre en le vivant. Et c'est ce que je dis souvent, le meilleur moyen d'expliquer une séance, c'est de la vivre. Oui, mais moi, j'ai déjà essayé une séance et ça ne fonctionne pas sur moi. Oui, mais moi, je suis beaucoup trop tendu de nature, je n'arriverai jamais à me laisser aller.
Oui, mais pour moi, c'est différent, car je n'en ai pas besoin dans ma discipline pour m'améliorer. Bon, je pense qu'à ce stade de cette vidéo, tu as compris que le problème venait de ton discours interne qui est négatif et de tes croyances qui sont limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas précis? Eh ben, on se dit à la place, j'ai déjà essayé une séance, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais tenter une autre approche avec une autre personne. Vu que je suis quelqu'un de tendu de nature, la sophrologie peut justement être la clé pour m'aider à me détendre. Si c'était la méthode que je cherchais qui me permettrait de m'améliorer dans ma discipline. Tout le monde est capable d'utiliser la préparation mentale et la sophrologie comme levier pour augmenter sa performance sportive et atteindre ses objectifs. Il faut juste le faire bien en étant accompagné correctement. Bien, donc on va arriver à la fin de cette vidéo de formation, mais maintenant c'est quoi la suite? Déjà, premièrement, applique, applique et applique encore les outils et les méthodes que je t'ai donnés gratuitement dans cette vidéo. Tu verras déjà des bons résultats apparaître. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Moi, je crois pas aux pilules magiques miracles qu'on te vend dans le sport ou dans la vie de manière générale. Pour moi, tu peux prendre des raccourcis, en fait, pour avoir des résultats plus rapidement avec les bonnes méthodes, les bons outils, les bons moyens. Tu peux être meilleur et arriver à des résultats plus rapidement que les autres, mais ça ne t'empêche pas de devoir appliquer, travailler et t'entraîner. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. Les méthodes que je t'ai données, c'est des méthodes qui fonctionnent, qui ont été prouvées, mais il faut que tu les appliques. Je sais qu'il y a 90 des gens qui vont regarder cette vidéo et vont se dire: «Oh putain, c'est trop bien et tout. Ah ouais, ça c'est cool et tout, ouais, effectivement, cette clé-là, j'aimerais bien la débloquer». Derrière, ils vont rien faire. Alors s'il te plaît, démarque-toi et fais partie des 20 qui appliquent. Par la suite et uniquement par la suite, si tu te sens encore bloqué après avoir appliqué mes conseils ou si tu as simplement envie d'aller plus loin, là, je t'invite à me suivre et à me contacter sur mon profil Facebook ou directement par mail. Je te mets le lien en description. Tu peux faire un copier-coller dans ton navigateur s'il ne s'ouvre pas, mais normalement, il n'y aura pas de souci. Là, on discutera ensemble par appel ou par message si tu es de nature timide et introvertie, il n'y a pas de souci, de ta situation et de tes objectifs. Pour les autres qui ont suivi la formation et qui ne souhaitent pas aller plus loin, bah merci à toi déjà d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à la partager à des sportifs de ton entourage. Ce serait la meilleure des manières pour toi de me remercier si cette vidéo t'a plu, c'est de la partager aux sportifs de ton entourage, parce que plus je vais toucher de sportifs avec cette vidéo, et plus je vais pouvoir aider de gens. Et moi, c'est mon but. Elle m'a demandé également beaucoup de temps et d'énergie à faire, mais honnêtement, lorsque je vois le résultat, je suis très très fier de l'avoir réalisé. Maintenant, il ne te reste plus qu'à déverrouiller les 8 serrures grâce aux 8 clés, et tu verras que la porte de la performance ultime s'ouvrira à toi. Prends soin de toi. Je te souhaite la plus belle des réussites sportives à ton échelle. Et moi, je te dis à de l'autre côté.